Cette semaine à l'émission, on trace un bilan de la saison et on en apprend un peu plus sur les fermes intelligentes. Bienvenue à Défi agricole. Pour débuter l'émission, on discute avec Sylvie Gagné, agronome, d'agriculture numérique et de ferme intelligente. L'agriculture numérique, c'est la nouvelle façon, je dirais, de pratiquer l'agriculture aujourd'hui. Ça fait quand même quelques années que ça existe, mais aujourd'hui, c'est encore plus facile d'accès parce qu'il y a des logiciels qui sont développés, puis des plateformes pour les producteurs agricoles. Puis pour eux, c'est facile à utiliser, convivial. Donc, c'est une belle opportunité pour eux d'être encore plus avancés dans la gestion de leur entreprise parce que ces plateformes-là, puis les outils, leur permettent de compiler les données, les conserver, puis de les comparer entre eux là, pour leur permettre de prendre des décisions qui sont éclairées, optimiser leur rendement, par exemple, au niveau des champs. L'agriculture de précision, il y a plusieurs outils informatiques qui sont disponibles. Ça peut être autant dans les productions animales, mais si je vous parle plus spécifiquement dans mon domaine, c'est au niveau des végétales. La ferme intelligente qu'on a disponible, c'est une plateforme numérique qui permet de gérer les données à la ferme pour les champs que les producteurs cultivent. Donc, ça permet pour eux, puis aussi pour les conseillers là, qui gravitent autour de l'entreprise, de prendre des décisions éclairées, étant donné que les données sont conservées puis peuvent être également intégrées l'une dans l'autre là, pour avoir des données sur plusieurs années. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va les guider dans toutes les opérations quotidiennes. Puis, on parle au niveau des champs, mais en fait, c'est surtout une optimisation de la décision des opérations à l'intérieur d'une même parcelle parce qu'on essaie d'optimiser le rendement de chaque surface de champ. Puis ça, bien, en fait, c'est grâce au géopositionnement par satellite, entre autres. Donc, ça va toucher toutes les étapes au champ, que ce soit le semis, la fertilisation, les traitements phytosanitaires, les rendements, la fertilisation, etc. Ça fait que c'est un bel outil qui est vraiment fait pour ça, pour les aider à prendre des décisions éclairées. Maintenant, où est-ce qu'on retrouve cette plateforme-là? De quelle façon on peut accéder à cette plateforme-là de ferme intelligente? La ferme intelligente, en fait, c'est un module qui fait partie de la grosse plateforme AgConnexion que la coopérative met disponible pour les producteurs, la clientèle, qui fait affaire avec la coop, mais c'est également un outil de travail pour les employés de la coopérative. De façon plus générale, la plateforme AgConnexion, c'est une plateforme où est-ce qu'on a des données administratives, si je peux dire, là, qui sont reliées à toutes les transactions, les achats qui sont faits par la clientèle à la coop. Fait qu'on retrouve les informations sur les états de compte, les factures, des résultats d'analyse de sol, des fourrages, l'eau, etc. On retrouve des informations plus générales, des informations générales pour la clientèle, des informations plus spécifiques, exemple comme le marché des grains. C'est également un outil pour, comme je disais, les employés de la coop, parce que c'est pour eux le bureau de commande, si je peux dire. Donc, les informations se transmettent par texto ou par courriel, là, dépendamment de ce que les producteurs souhaitent avoir comme système de messagerie. Puis, dans la plateforme AgConnexion, il y a un module qui est la ferme intelligente. Fait que ça, c'est un accès privilégié que les producteurs vont choisir d'adhérer. Puis, c'est à partir de là qu'ils peuvent découvrir tout ce que cette plateforme-là leur permet au niveau de la gestion de leur champ. La ferme intelligente, c'est une plateforme qui est justement disponible sur le web. Puis il y a aussi une application qui est disponible sur les produits iOS. Ça fait qu'il y a une application spécifique que les producteurs peuvent utiliser au champ avec leur cellulaire ou encore avec une tablette. Puis la base de la ferme intelligente, c'est vraiment les données des champs. Donc, il faut tout simplement construire le plan de ferme, faire les contours de champs avec les fonds de carte, là. Puis après ça, on attribue à ces champs-là des cultures. Puis c'est à partir de là, dans le fond, que les données peuvent être ajoutées. Un des premiers menus qui est disponible, c'est le carnet de champ. Donc, le carnet de champ, ça regroupe toutes les opérations qui sont faites. C'est possible d'y ajouter
toutes sortes d'informations qui sont reliées à ces opérations-là. Donc, c'est le semis, la fertilisation, les produits phytosanitaires, la récolte, l'irrigation. Donc, un producteur peut ajouter des informations sur tout ce qu'il réalise, mais c'est aussi un outil, cette plateforme-là, pour les experts conseils qui vont sur l'entreprise. Donc, pour eux, c'est leur moyen pour produire leurs recommandations. Donc, le producteur a accès à ces recommandations-là, puis est en mesure ensuite de ça, par exemple, de produire un registre d'application qui va être complètement dans les normes de ce qu'on a à respecter là, au niveau de tout ce qui est réglementation. Fait que c'est un exemple d'utilisation. La ferme intelligente, c'est aussi un outil qu'on peut observer, exemple, les données météo à la parcelle. Les imageries satellites également. On voit le développement végétatif en cours de saison. C'est intéressant à observer. On peut aussi intégrer les données GPS des équipements des producteurs agricoles qu'ils utilisent. Puis soit à partir des imageries ou justement de ces données-là, des producteurs là, qui sont personnalisés, on est en mesure de créer des zones de gestion qui nous permettent, par exemple, de prendre des échantillons de sol géoréférencés, puis également de faire des applications autovariables, en chaux, en potassium, en azote. On peut même faire les semis, etc. Fait que c'est un super outil, puis c'est accessible à tout le monde. C'est pas nécessairement des gros producteurs, si on peut les appeler. Même les entreprises de moins grande envergure, tant qu'ils ont de l'intérêt, ça peut être très intéressant pour eux à utiliser. C'est ça, les données, c'est vraiment aux producteurs. On n'en fait pas vraiment d'autres usages statistiques, là. Les données appartiennent aux producteurs. Puis comme j'expliquais auparavant, la ferme intelligente, entre autres, les conseillers, les agronomes et puis les technologues ont accès. Sur les fermes qu'ils vont, là, ils n'ont pas accès à toutes les données au complet, mais ils ont accès aux données des entreprises pour lesquelles ils font affaire. Vous avez parlé d'une série de formules d'applications possibles, d'usages possibles pour l'entreprise. Il y a différents, j'imagine, niveaux d'abonnement qui sont possibles. Oui, exactement, parce que la ferme intelligente, comme j'ai expliqué, il y a vraiment plusieurs menus. Donc, on accorde aux entreprises un niveau d'accessibilité auquel elles sont intéressées. Quand on débute l'utilisation, souvent, on va proposer de débuter par le niveau 1, qui est en fait la base de ce que j'expliquais tantôt, là, de créer le plan de ferme et attribuer des cultures. Puis, on donne accès au carnet de champs, parce que c'est vraiment le module qui est le plus utile, si je peux dire, aux producteurs, là, étant donné que ça touche toutes les opérations qui sont faites au champ. Puis sinon, dans le niveau 2, c'est là où est-ce qu'on intègre les imageries satellites. Donc, pour ceux qui veulent travailler en zone de gestion, ça peut être très intéressant, avec l'accès aux données météo à la parcelle. Puis, dans le niveau 3, là, on embarque avec l'intégration des données des producteurs là, qui sont personnalisées. Bien entendu, il faut qu'ils aient leur équipement là, qui permette d'avoir ces données-là. Mais on peut gérer toutes ces données-là, soit de façon directe, il y a certains systèmes qu'on peut intégrer automatiquement. Sinon, on prend les clés USB et puis ça se fait très facilement. Regardons maintenant comment s'est déroulée pour certains entrepreneurs leur expérience estivale au camp d'entraînement agricole 2021. Émilie Strobolo a apprécié son expérience. Je suis très satisfaite de ma première année en tant que maraîcher. C'est sûr que j'avais beaucoup de sortes de légumes, donc il y a eu des hauts et des bas dans quasiment toutes les variétés. C'est sûr qu'il y a eu soit un insecte, soit une maladie, mais au final, on a réussi quand même à tout contrer ça, soit avec les filets anti-insectes, les biopesticides ou sinon l'application d'engrais foliaires. Donc, on a quand même réussi à pallier à tout ça pour avoir des belles récoltes. Donc, même qu'on a beaucoup de surplus en ce moment. Donc, je suis très satisfaite de la première saison. Au niveau de l'irrigation, je dirais que ça s'est très bien passé parce qu'il y a beaucoup plu au début de l'été. Et par la suite, on avait un lac qui est comme abreuvé naturellement par la nature. Donc, on pouvait arroser tout l'été quand on voulait avec les gouttes à gouttes. C'est sûr que pendant les grosses pluies qu'on a eues comme tous les 2 jours, à un moment donné, les oignons n'ont pas aimé ça, donc sont devenus un peu plus jaunes, ils ont commencé à tomber, mais ils se sont bien repris pour la plupart. Sinon, c'est ça s'est quand même bien passé. C'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué avec une serre parce que la pluie
qui tombe du ciel, bien, elle ne rentre pas dessous. Donc, on devait arroser juste pour le tunnel. Mais sinon, ça s'est bien passé en général. Pour la chaleur, c'est sûr qu'il faisait très chaud. Dans la serre, même avec les côtés ouverts, on atteint des 50 degrés parfois, même en pleine journée, même la nuit. Donc ça, c'est un peu chaud pour les plants. Au niveau de ta mise en marché, tu avais prévu la formule des paniers. Comment ça a été? Parce que tu avais d'autres moyens de commercialisation. Parle-nous un petit peu là, de ces aspects-là, parce que c'est quand même un défi de pouvoir vendre sa salade là, comme entrepreneur agricole. Au début, j'avais prévu faire 2 sortes de mise en marché. Donc, vendre des paniers de légumes au début de l'été et les distribuer tout l'été à ceux qui les avaient achetés au début. Mais aussi d'aller voir des épiceries et des restaurants pour vendre mes surplus. Finalement, j'ai abandonné ce côté-là, simplement pour ne pas m'embourber avec le reste des trucs qu'il y avait à faire ici. C'est sûr que pour l'année prochaine, bien, ça va être quelque chose qui va être à voir un peu plus, là, à contacter des épiceries, des restaurants, parce que là, il y a beaucoup de surplus, puis j'ai comme pas de point de vente où me faufiler encore. Mais sinon, pour les paniers de légumes, là, ça va super bien. C'est vraiment quelque chose que je referai l'année prochaine, peut-être même en plus grande quantité. Le plus gros avantage du camp, c'est l'accompagnement humain. C'est le fait qu'on a des gens avec nous, que ce soit les agronomes ou même les autres gens qui ont leur ferme, là, les autres participants du camp. En fait, on s'aide, on se donne des conseils. Quand on a besoin de quelque chose, bien, il y a quelqu'un pour nous le prêter. Quand tu démarres, je pense que c'est ça qui manque. C'est que quand tu as des questions, bien, tu ne sais pas à qui te référer nécessairement. Tu ne sais pas à qui le demander. Mais là, il y a des gens qui viennent par eux-mêmes t'offrir leur aide. Donc, je pense que c'est ça vraiment que je recommanderais pour le camp agricole. Jusqu'à date, ça a super bien été. C'est peut-être la chance du débutant, mais j'ai rien eu d'extraordinairement mauvais. Là. Tout s'est bien déroulé, les récoltes sont bonnes, même que j'ai trop de légumes en ce moment. Fait que c'est un beau dilemme, là, essayer de gérer ça un peu, d'écouler son stock à chaque semaine. Sinon, c'est ça. Du côté des maladies, c'est assez tranquille. J'ai un peu de rouille sur mes haricots, puis d'autres sortes de maladies par-ci par-là. Côté des insectes, c'est assez tranquille ces temps-ci. J'ai la doryphore sur mes aubergines, puis la chrysomèle sur mes courges. Mais sinon, ça va très bien là, ici. Maintenant, parle-nous un petit peu au niveau de la météo, avec la pluie, avec l'irrigation, puis les vents. Là, comment tu as pu regarder ça avec les périodes de sécheresse ou plus pluvieuses au niveau de tes productions? Oui, bien, on a eu une année assez étrange. Là, c'était le mois de juin qui était extrêmement pluvieux, si je ne me trompe pas. On était au-dessus de la normale. Après ça, mois de juillet, extrêmement sec. Mois d'août, c'est assez sec aussi en ce moment. Fait que ça a bien été côté irrigation. J'ai pas eu de problème de manque d'eau. On a un étang en haut qui est irrigué par une rivière, donc il y a de l'eau en continu. Puis sinon, mes plantes, on voit qu'ils commencent à souffrir un peu de la chaleur ces temps-ci, mais c'est en fin de saison, donc il n'y a pas vraiment de stress de ce côté-là. Puis les récoltes sont là de toute façon, fait que pas de problème. Maintenant, au niveau de ta mise en marché, ton principal canal de mise en marché, puis les autres, comment ça a été là, à ce niveau-là? Là? Oui, bien moi, c'est des paniers de famille, mon principal canal. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de récoltes qui passent à chaque semaine dans mes paniers. Sinon, j'ai un petit kiosque aussi sur le boulevard Saint-Anne qui est correct. Là. Je vends quelques légumes à chaque semaine, mais rien d'extraordinaire. Sinon, je vends aussi des bonnes quantités à des restaurants, puis à des petites épiceries locales. Fait que sinon, ça va bien. Là. Évidemment, j'ai trop de stock encore, fait que je cherche d'autres débouchés. Mais tu sais, je suis pas le seul maraîcher dans le coin, fait que tout le monde en ce moment a plein de récoltes. Là, fait que c'est ça. Mais qu'est-ce que tu prévois pour la prochaine année ou dans ton projet d'entreprise là, pour la suite? Oui, bien là, en ce moment, je suis en train de travailler mes planches pour semer de l'ail cet automne. Donc l'année prochaine, ça va être ma première année que je vais récolter de l'ail. Puis j'ai environ une quinzaine de planches en ail que je vais faire cette saison. Fait que c'est quand même pas mal. J'ai 82 kilos en fait là, en commande. Puis c'est ça, là. J'ai bien hâte de voir. C'est une culture qui m'intéresse beaucoup, l'ail, qui est assez payante aussi. Puis plus tard, bien, peut-être pas l'année prochaine, mais dans quelques années, j'aimerais peut-être déboucher sur la transformation de l'ail en ail noir. Fait que ça va être à voir, là. C'est des projets par-ci par-là. Là.
Bien, on est quand même très contents. Ça a très bien été. On avait prévu plus de production que ce qu'on avait besoin, puis on a eu effectivement plus de production que ce qu'on a eu besoin. Alors, on a des surplus de à peu près tout ce qu'on produit. Il n'y a pas beaucoup de cultures qui ont mal été. Il y a peut-être les épinards en début de saison, comme il y a eu des grosses chaleurs au mois de mai, mois de juin. Ils ont eu de la misère à lever, puis éventuellement, ils ont levé en graines très, très vite. Alors, on n'a pas eu le temps de les récolter. Mais sinon, la majorité des autres cultures, ça a très bien été. Les cucurbitacées, les solnacées, on a eu des bons résultats parce qu'eux, ils aiment beaucoup la chaleur. Donc, de ce côté-là, ça a très bien été. Bien, pour les sécheresses, en fait, nous, ça a bien été parce qu'on avait un système de goutte à goutte à la grandeur. Fait qu'on était capable d'irriguer nos cultures tout le temps. Les vents, c'était surtout au printemps, fin de printemps. C'est un terrain qui est venteux ici, mais dès que l'été est bien installé, le vent tombe aussi. Fait que notre serre, elle a bien résisté, là, notre tunnel chenille. Là, donc, ça s'est bien passé de ce côté-là. Fait que côté météo, en soi, ça s'est relativement bien passé là, pour cette année. On a eu pas mal de pucerons à un certain moment, mais comme on a gardé beaucoup de mauvaises herbes un peu partout, qui est l'habitat naturel des coccinelles, bien, les coccinelles sont venues nous aider puis ont mangé les pucerons qu'il y avait en trop. Donc, il y a une fois, on a dû mettre du Trounce là, pour donner une petite chance à nos cultures de survivre, mais sinon, ça s'est super bien passé de ce côté-là aussi. Mais on avait vraiment beaucoup de coccinelles, là, on en voyait tout le temps partout. Là. Ah oui, des populations impressionnantes de coccinelles. Puis niveau maladies, ça a quand même très bien été. Il n'y a pas aucune culture vite comme ça qui me vient en tête qu'on a eu des maladies. Sauf peut-être dans notre serre, on a eu un champignon qui s'est mis à se propager sur nos plants de tomates vers la fin de la saison. En fait, c'est récemment. Mais c'est pas dramatique étant donné que les plants ont déjà produit puis on est vraiment en fin de saison. Fait que si c'est arrivé plus tôt dans la saison, ça aurait été plus problématique, il aurait fallu intervenir. Mais là, comme c'est arrivé là, les plants sont en train de mourir tranquillement de tout ça. Mais on a nos tomates, puis même celles qui sont encore dans les plants sont encore très bonnes, donc ça n'a pas vraiment été un problème. Puis on avait eu des problèmes, mettons, dans les Liliacées. De notre côté, c'est vraiment juste les oignons et les poireaux. On a toujours mis des filets anti-insectes dessus. Fait que même si l'insecte ravageur est présent, il n'y a aucun moyen d'atteindre nos plants, donc on ne le saurait même pas s'il y avait un problème. Puis c'est un peu le but d'utiliser des filets anti-insectes dès le début, puis pas d'attendre qu'on a un problème pour se dire « Ah, l'insecte est arrivé, il faut mettre le filet ». Il est déjà trop tard, l'insecte est dans la plante, il est dans le sol, il est en train de faire des générations. Alors, tu as beau mettre ton filet, si l'insecte est dans le sol puis qu'il y a des œufs dans le sol, bien, ça va ressortir sous ton filet. Il est trop tard. Alors, nous, vraiment, on est allé mettre les filets dès le début. Ça rend ça un petit peu plus compliqué pour intervenir, pour mettre des engrais, pour désherber, mais ça réduit à zéro le risque au niveau des ravageurs. Donc. Ouais. Ça demandait beaucoup d'efforts, là, ça, c'est certain. Là, ça faisait des grosses journées parce qu'il fallait mettre les arceaux, il fallait planter, il fallait placer le filet. Puis l'autre chose qu'on a faite aussi, c'est que nous, on a été avec de la terre pour sceller le filet. Donc, il était vraiment scellé tout le tour. Des fois, il y a des gens qui vont plus y aller avec des briques ou des poches de sable, mais ça fait qu'il y a quand même des petits trous parfois là, en dessous de ton filet par lesquels les insectes peuvent passer. Encore une fois, ça demandait quand même beaucoup là, de pelletage. Là. On voit qu'on en a beaucoup là, des filets, mais ça a valu la peine. Là. Ça, notre plan, ce serait idéalement de refaire le camp une deuxième année pour revenir ici sur la ferme campus parce qu'on est quand même bien installé. On est situé très proche de chez nous, très proche de nos clients qu'on a commencé à accumuler parce qu'on s'attend à ce que ces clients-là reviennent majoritairement l'année prochaine. L'an prochain, peut-être travailler un petit peu plus sur la mise en marché, sur la gestion de l'entreprise elle-même parce que là, comme j'ai parlé, on avait beaucoup de surplus. Ça aurait été le fun si on avait été capable de valoriser tous ces surplus-là. Mais on en a malheureusement perdu un peu. Il y en a qu'on va éventuellement faire don à des œuvres de charité parce qu'on n'est pas capable de les mettre en marché. Peut-être mieux calculer qu'est-ce qu'on va produire, moins de certaines choses qui ont été moins populaires, plus de d'autres qui sont plus populaires, puis que les restaurants ou les distributeurs vont se jeter dessus pour les ramasser, comme les tomates cerises, juste les tomates de serre, ça fait fureur, ça pogne beaucoup. Puis comme le disait Julien, c'est vraiment important pour nous d'être le plus proche possible de la ville. On s'est rendu compte qu'il y avait une demande pour ça aussi du côté des gens. On a une cliente, entre autres, qui, elle, était abonnée à des paniers maraîchers, mais qui venait de la Beauce. Là, fait que des fois, les légumes faisaient 45 minutes, 1 heure de voiture. Puis elle était comme, ben mon but, c'est d'être plus écologique dans ce que je consomme, d'être plus local, mais elle n'avait pas l'impression que c'était si local que ça. Puis elle nous a vu passer dans nos annonces, puis elle tripe vraiment là, sur ce qu'on fait puis sur nos produits. Fait que, puis il y a plusieurs de nos clients aussi qui trouvent que les produits sont très, très frais parce qu'ils ont à peine été transportés. Là, fait que, on est capable de faire la récolte la veille ou la journée même, puis le distribuer dans la journée où on a fait la récolte ou voire même vraiment le lendemain. Alors, les légumes sont toujours à leur maximum de fraîcheur. Puis ça, je pense que les clients ils apprécient ça parce qu'une fois qu'ils sont rendus dans leurs mains, ils sont capables de les consommer sur une semaine ou même une dizaine de jours. Ils ne sont pas obligés de manger ça vite, comme certaines choses qu'on achète en épicerie, que tu l'achètes, puis 3 jours après, ça a déjà commencé à dépérir dans le frigo parce que
Le producteur l'a eu dans ses frigos pendant 2 jours, le distributeur l'a eu dans ses frigos pendant 2 jours, l'épicerie l'a eu dans ses frigos, dans ses étalages pendant 2 jours. Fait que tu l'achètes, ça fait déjà une semaine qu'il n'est plus au champ, versus nous, c'est vraiment là, dans les heures qui suivent la récolte qu'on est capable de distribuer. Julien et Marie-Pierre résument bien ce que le camp a apporté à tous les entrepreneurs, ainsi que le soutien offert par le coordonnateur du camp, Xavier Desmeules et son équipe. Les formations qu'on a durant l'hiver, c'est très bien parce que c'est des formations très ciblées sur les différents aspects qu'on a besoin de connaître, qu'on a besoin de savoir. Puis après ça, c'est le soutien constant. Là. Il y avait des agronomes qui passaient toutes les semaines, 1 ou 2 fois par semaine, pour vraiment faire le tour des cultures, chaque culture une à une, regarder qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va mal, nous donner des conseils. Puis si on a des questions, on peut les poser directement, puis tu nous reviens rapidement avec une réponse par rapport à des questionnements là, qu'on a qui sont très ponctuels, qu'on n'a pas... Il ne faut pas attendre 2 semaines pour avoir une réponse parce que là, il serait trop tard. Bien, 1 ou 2 journées, on a notre réponse, on est capable d'appliquer les correctifs. C'est une longue phrase. Ouais. Moi, je dirais, c'était vraiment un tremplin. Là. C'était l'impulsion dont on avait besoin. On n'aurait jamais réussi à faire ce qu'on a fait là sans le camp, sans toute l'aide que ça nous a apporté. On l'a déjà dit, mais nous, on n'a pas de famille là-dedans du tout. Là. Fait qu'on est parti de vraiment zéro. Puis c'est ça, ça nous a donné l'accompagnement et la sécurité de se lancer, puis ça a bien fonctionné. Et que pense Xavier de son été 2021? Bien, ici, d'abord, premièrement, on a un beau site ici sur la côte de Beaupré. Donc, c'est le site principal du camp qui est ici. Donc, c'est vraiment là, au niveau de... On a eu des défis au niveau de la météo. Comme au début, c'était assez sec. Par après, c'était un peu davantage pluvieux. Puis là, le mois d'août était plus sec. Donc là, c'est l'irrigation qui nous a permis de vraiment bien entretenir les cultures là, pour obtenir un bon rendement. Fait que ça, c'est toujours un défi de bien suivre l'irrigation. On avait les tensiomètres aussi, puis un bon système d'irrigation qui nous permettait de bien pallier à ça. Maintenant, bien, au niveau des partenaires, c'est sûr que je ne suis pas tout seul dans le projet. Il y a une série de partenaires, Développement Côte-de-Beaupré, les gens de l'entente sectorielle, sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires avec le MAPAC, différents partenaires là, qui viennent appuyer les entrepreneurs aussi. Quand moi ou mes collègues, on n'a pas la réponse à toutes les questions. Après ça, il y a un autre défi au niveau des insectes, maladies, surtout des insectes cet été. Un peu comme à chaque été en maraîcher biologique, c'est un défi d'avoir une bonne gestion avec les filets d'insectes, les bioproduits, les biopesticides, ou dans certains cas, d'être capable aussi de les tolérer un peu, là, parce que des fois, on n'en vient pas toujours à bout. Là. Ça, je pense toujours un défi d'un peu pour les entrepreneurs d'apprendre dans la régie de culture avec les insectes. Mais je pense que, somme toute, ils ont sorti quand même des bons rendements. Il y en a plusieurs qui sont un peu en surplus de légumes. Donc ça, je pense que c'est bon signe. Mais pour les prochaines années, bien, je pense qu'il y a un défi au niveau de la mise en marché, de diversifier, bonifier la mise en marché pour être capable d'écouler tous ces produits-là, les différentes formules. Je pense que les paniers ont bien fonctionné. La formule des paniers, ça a été excellent pour les entrepreneurs. Maintenant, c'est de diversifier leur mise en marché pour qu'ils soient capables d'écouler aussi le restant de leur production, soit en restaurant, soit en supermarché ou dans des épiceries fines. Puis si on regarde avec ce qui s'est passé cet été, quels ont été les bons coups que tu souhaites répéter dans les futures éditions? Bien, je pense que le maillage avec les partenaires qui m'aident au niveau entrepreneurial ou à développer les entreprises quand ils ont des questions qui me dépassent mes compétences, ça, je pense, c'est à conserver. Il y a vraiment une série de partenaires au niveau du projet qui est vraiment porteur pour les entrepreneurs aussi. Pour la suite aussi, pour se trouver une terre avec l'Artère ou d'autres, pour vraiment qu'ils puissent acheter ou louer une terre par la suite. Puis après ça, au niveau du stagiaire, je pense que c'est une bonne idée aussi parce que ça m'aide au niveau des suivis terrain. Peut-être qu'il y aurait à améliorer avec les cohortes d'anciens entrepreneurs pour qu'ils puissent venir se joindre aussi aux nouvelles éditions du camp, OK. pour qu'ils puissent faire de l'apprentissage avec les anciens. Donc un peu du mentorat, si on veut, d'entreprises agricoles. Donc ça, je pense que ça pourrait être intéressant de le faire davantage pour la suite. Bien, ça n'a pas été fait cette année. Moi, je l'ai fait de par mon expérience, de par mon contact avec les anciens. Mais peut-être ça pourrait être intéressant. Peut-être aussi de suivre les nouveaux qui étaient là cette année une année de plus, une année de plus pour leur donner un air d'aller davantage, mais en réduisant le suivi, mais juste pour consolider des fois les acquis, puis leur donner vraiment la chance de se développer après ça comme entreprise, parce qu'on sait que les premières années, c'est vraiment critique. Les 2, 3, 4, 5 premières années d'une entreprise, c'est vraiment critique à la survie. Donc, puis en agricole, bien, il y a un défi qui est supplémentaire de trouver une terre
le bon endroit, le bon prix, la bonne localisation. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant pour la suite. Donc, on peut dire en résumé que tu as vécu un bel été avec les entrepreneurs, Oui. et tu as apprécié et tu es content du résultat? Oui, mission accomplie. Je pense qu'on a entendu des bons commentaires aussi des entreprises. Puis c'est une formule, je pense, qui peut être renouvelée pour la suite avec succès. C'est ainsi que se termine la série. J'espère que vous en avez appris davantage sur les défis qui attendent les agriculteurs dans les prochaines années. À bientôt!